Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast que rien ne peut arrêter. Pas Bob, pas les menaces de Marie et pas le Covid. Salut, moi c'est Marie et j'ai le Covid. Voilà. Et moi c'est Anaïs et j'avais très peur au début de ce podcast que tu n'aimes pas Twin Peaks et que tu sois saoulée et je crois que ça y est, ça s'est réalisé. Et je suis très triste, tous les soirs je pleure en me disant que t'aimes pas Twin Peaks. J'ai beaucoup aimé 1 saison et demie de Twin Peaks. Depuis une demi-saison par contre c'est nul, mais tu le reconnais toi aussi. Ouais, mais je suis moins dure que toi, je pense. Bon, il faut préciser du coup qu'on enregistre à distance cette semaine. On a un dispositif un peu spécial, mais normalement, ça n'impactera pas vos petites oreilles d'auditeurs. Bah on verra. Oui, je suis chez moi et Anaïs est en studio, donc on se voit par écran interposé. Voilà. C'est bien triste. Cette semaine, on a regardé ensemble les épisodes 19, 20 et 21 de la saison 2 de Twin Peaks. Et la semaine dernière, quand on a enregistré, c'est un peu triste parce que j'avais beaucoup d'espoir pour ces épisodes. On va l'entendre, j'étais persuadée que vraiment tu prendrais ton pied. Je pense qu'au moins tu vas t'amuser dans les prochains épisodes. Enfin, j'espère. Cool, Voilà. j'espère. Et en fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Si on arrêtait de jouer aux échecs et si on faisait une enquête de police. Juste une idée comme ça. J'en peux plus de merde. Ça, c'est toi devant cette série. Ah non, vraiment là, je sais pas ce qui se passe, mais je m'en fous en fait. Bon, ça dure encore longtemps ces conneries ? Oui, ça m'a un peu saoulée, mais en revoyant les épisodes après, c'était pas non plus horrible. Hein. Non, mais je pense que c'est typique. On a déjà dit beaucoup de fois, tu réagis beaucoup de toute façon quand tu regardes une série ou un film, en bien ou en mal. Et donc, quand tu t'ennuies un peu, ça s'entend tout de suite beaucoup. Oui, j'ai du mal à masquer mes émotions ou ce genre de choses. Il y a des trucs qui sont chiants, hein. Windham Earl, très clairement, c'est chiant. Et après, il y a des trucs que j'aime pas. J'aime pas la relation de Cooper et de Annie, par exemple. Enfin, il y a des choses que je trouve très mal écrites. D'accord. Après, je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup mieux que les épisodes avec James, par exemple. Mais du coup, je voulais te demander, est-ce que tu aimes encore la série ou tu n'aimes plus Twin Peaks ? Je parlerai pas en termes d'absolu comme ça, est-ce que j'aime ou pas quelque chose. Ok, Edouard Baird. J'allais dire, c'est ça qui est drôle. Non, mais c'est vrai, en plus, je peux pas te dire que j'aime pas Twin Peaks, mais je peux pas te dire que j'aime Twin Peaks en ce moment. T'es un peu fâché contre Twin Peaks en ce moment. Oui, là, oui. En fait, ce qui est très frustrant, mais en fait, c'est ça, tu vois. C'est que j'ai tellement aimé Twin Peaks que je sais que Twin Peaks est capable de bien mieux. Et je sais surtout que ça aurait pu être bien mieux s'ils avaient pris d'autres tournants. Je me demande quel tournant. Oui, mais c'est ça qui est très frustrant, en fait, quand je regarde et qui, du coup, rend l'expérience beaucoup moins agréable. Parce que, justement, je sais ce que ça aurait pu être. Et ce que ça peut être dans ces grands moments. Et donc, forcément... Est-ce que tu penses que tu vas retrouver un jour les sommets d'amour pour Twin Peaks que tu as connus par le passé ? J'espère vraiment, en fait, avec Twin Peaks The Return. Moi, j'ai des très, très gros espoirs dans Twin Peaks The Return. Je pense que ça va m'ouvrir de nouveaux... Je sais, mais je pense que ça va m'ouvrir de nouveaux horizons, en fait. Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est absolument certain. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un côté très réconfortant dans la saison 1 de Twin Peaks, avec, on en a parlé, les paysages, les décors, tu vois, l'hôtel, etc. Je sais pas si tu vas retrouver cet aspect-là dans Twin Peaks The Return. Oui, mais c'est pas grave. Enfin, moi, c'est même pas le truc réconfortant que je veux trouver. En fait, c'est le côté... Une histoire d'amour. Non. Merci de me prendre pour une neuneu. Je rigole. Ce que j'aime dans cette expérience, c'est que ça fait longtemps, je pense un peu à cause du Covid, un peu à cause juste de mon addiction à mon téléphone ou du fait que je vais plus trop en salle, par exemple, pour des films, que j'ai pas été confrontée à quelque chose qui n'était pas totalement dans ma zone de confort. Récemment, ces dernières années, quand je regarde des séries, en règle générale, c'est des séries que je sais que je vais aimer. C'est vrai. Ou que j'ai déjà vu plusieurs fois. Et donc, regarder Twin Peaks, ça a été une expérience qui m'a sortie de ma zone de confort, mais qu'en même temps, j'ai adoré. C'est même pas de retrouver quelque chose de réconfortant de la première saison, mais c'est au contraire... par exemple, le premier épisode de la deuxième saison ou l'épisode où on apprend qui a tué Laura Palmer, pour moi, c'était des moments
de révélation télévisuelle où j'étais sur le cul parce que je trouvais ça brillant ou drôle ou absurde ou terrifiant. Et en fait, j'ai envie de revivre des moments comme ça. J'ai espoir que Twin Peaks The Return, qui a été classé comme le meilleur film des 20 dernières années par le Cahier du cinéma, alors que c'est une série, j'ai espoir que ça me procure des moments comme ça. Je sais que tu as l'habitude de pas trop t'acharner sur quelque chose qui te plaît pas, c'est-à-dire que tu vas pas hésiter à arrêter une série ou un film en cours de route si ça te plaît pas, et tu vas même pas hésiter à arrêter un épisode en cours de route si te plaît pas. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'être forcé à regarder quelque chose qui te plaît plus trop? Parce que dans la vraie vie, là, t'aurais sans doute arrêté de regarder Twin Peaks. Au contraire, j'aime bien être forcée à faire des choses parce que justement, je n'ai aucune discipline personnelle et je suis incapable de me forcer à faire quelque chose qui ne me plaît pas en général. Je trouve ça assez positif que ça m'arrive. C'est pour ça que je ne finis jamais rien. C'est que ma mère me laissait abandonner tout ce qui me saoulait. Quand j'avais pas envie d'aller au tennis parce qu'il pleuvait, elle me disait ne va pas au tennis. Là, c'est comme si ma mère m'avait dit si, tu vas au tennis. Et là, c'est si, tu regardes Twin Peaks jusqu'à la fin. Et je pense que c'est une bonne expérience pour moi psychologiquement. Ah, mais moi, je suis d'accord. Hein. Le problème, c'est que s'il n'y avait pas de podcast, je sais que moi, je pourrais jamais te faire ça, quoi. Ah bah non, forcément. Non, ça, c'est sûr. Parce que j'ai essayé, hein. Sachez que j'ai essayé plein de fois de dire à Marie de regarder des choses en lui disant « Marie, vraiment, regarde ça » et ça marche pas. Donc, je suis obligée de faire un podcast pour te faire regarder des trucs. Bon, on va rentrer dans le détail de l'intrigue de ces épisodes, mais avant ça, Marie, on va écouter les prédictions que tu avais faites concernant ces épisodes. Précédemment dans Annie. Je pense que Audrey et comment il s'appelle, Jack, je pense qu'ils vont sceller leur union de façon physique et charnelle. Ok. Donna va découvrir et avoir la confirmation que son papa n'est pas son papa, mais qu'il va sûrement y avoir une très jolie conversation entre elle et Doc Hayward où il va lui dire qu'il est quand même son papa pour toujours. Je pense qu'ils vont, je sais pas, il y a le truc avec les extraterrestres, je comprends rien à ça, je sais pas où ça va, ça ne m'intéresse pas. Mais tu continues de penser qu'on se dirige vers un final dans lequel il y aura potentiellement cette intrigue qui jouera un rôle. Là, les deux grosses intrigues, c'est Windom Earl et ça, quoi. Ouais. Et Windom Earl est allé dans la grotte au hibou aussi. Je sais pas s'il va revenir avec une armée d'aliens ou un truc comme ça pour s'emparer de la ville. Audrey a vraiment couché avec l'autre naze et sur ça, j'avais raison. Voilà. L'autre naze, c'est fou comme très rapidement, il a perdu tout intérêt à tes yeux. Marie, est-ce que tu nous as préparé un petit résumé? Maintenant, j'ose plus trop m'avancer pour dire que tu en as préparé un. Oui, vite fait, j'ai préparé. Attends, j'ai le Covid, hein. Donc là, si j'avais rien préparé, j'aurais une excuse. Je sens qu'elle va nous sortir ça pendant 3 mois. Non, mais j'ai eu le Covid, là. Non, mais juste cette fois-ci, quand même, j'ai le droit de dire j'ai le Covid. Audrey, au début de ces épisodes, était une jeune fille. À la fin de ces épisodes, c'est une femme. Est-ce qu'on peut dire ça? Je sais pas. Moi non plus, mais enfin bon. Elle a vu le loup. Bon, Donna est en pleine crise existentielle, mais surtout, elle est en pleine crise vestimentaire et capillaire. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus tragique. C'est vrai. Cooper et Truman se retrouvent à faire de l'astrologie pour régler un meurtre. On en est là, vraiment. Hein. La peur ouvre la porte de la Black Lodge. L'amour ouvre la porte de la White Lodge. Voilà, c'est profond, c'est beau. Moi, j'adore ça. Il y a le concours de Miss Twin Peaks, tout le monde est à fond sur Miss Twin Peaks, et Windom Earl, je sais pas, il kidnappe Annie à la fin. Voilà, c'est ça mon résumé. Ok. Concis. Est-ce que tu as des questions cette semaine, Marie? Oui. Ils ont pas de cinéma dans cette ville pour les dates. Ils vont tous faire des pique-niques ou des balades en barque sur le lac. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont pas des dates normales. La ville de Twin Peaks, c'est quand même un peu une ville hors du temps. Donc, ça me choque pas. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on passe un quart d'un épisode sur une soirée vin et fromage? Je n'ai pas compris cette intrigue. Pourquoi est-ce que Annie et Coop font tout le temps du commentaire de texte sur leur propre relation, quoi? J'adore. T'adores? Oui. Et bon, comment est-ce que le frère de Catherine sait lire des symboles astrologiques et les transforme en chiffres pour mettre les dates dans son truc J'ai rien compris. C'est vrai, moi non plus, j'ai rien compris. Pourquoi est-ce que Cooper s'habille comme s'il était dans une pub pour une assurance vie de la Matmut? Les vestes croisées pour hommes avec des boutons dorés, c'est pas permis en dessous de 60 ans, quoi. Et puis, ils peuvent pas arrêter avec Bob. On arrête là. Oh putain, il va être dans Twin Peaks The Return. Je vois ta tête. On en parlera, mais je pensais vraiment que tu apprécierais ces épisodes justement grâce à ces éléments, donc je suis un peu perturbée. On va zapper Windom Earl pour l'instant parce que je pense que le plus important, c'est les histoires d'amour, clairement. Oui.
Effectivement, la série entérine le fait que Cooper et Audrey n'ont plus d'intérêt romantique l'un pour l'autre. Même si, Marie, je sens quand même que tu as un petit peu du mal à faire le deuil de tout ça. J'aurais dû faire ça avec Audrey, je suis désolée. What could have been, quoi. Ça m'énerve parce que bon, ils auraient dû être ensemble, tu vois, en vrai. Oui. La jolie scène qu'on a vue entre lui, c'est joli, tu vois, et c'est mignon, et ils sont mignons ensemble, mais ils auraient dû... Ça aurait été plus satisfaisant. C'est beau l'amour. Oui, mais encore une fois, ça serait bien plus puissant si elle disait... Oui, mais bon, get over it, hein, parce que... Oui, je sais, mais je trouve que c'est bête, tu vois. Ouais, enfin... Elle essaye de get over it, mais elle n'y arrive pas trop. Ce qui me pose le plus problème, c'est pas forcément... Je sais que j'ai eu une obsession Cooper et Audrey, et que du coup, les gens vont penser que je suis juste bloquée là-dessus par esprit romantique. Mais ce qui me dérange, c'est vraiment au niveau de l'écriture, en fait. Et c'est ce que je disais par rapport tout à l'heure à ce que ça aurait pu être. Et c'est ça qui me dérange le plus dans ces épisodes, c'est que je sais tout le potentiel de la série et tout ce que j'ai aimé dedans. Et en fait, c'est même pas le fait que Audrey et Cooper ne soient pas ensemble, ça c'est pas grave. Au contraire, je l'ai déjà dit, je pense que ça aurait été un peu étrange peut-être de voir ça, parce que leur dynamique était un peu déséquilibrée. Mais... en fait, ils nous ont sorti ces deux intérêts amoureux de derrière les fagots. Il y a eu aucune construction. Ils se roulent des pelles au bout de 2 minutes. Ils se disent « je t'aime » au bout d'un épisode. Non, mais c'est ça. Et j'aime bien la tension amoureuse ou sexuelle dans les séries parce que justement, j'aime bien quand c'est construit et quand il y a une récompense à la fin, quand c'est mérité. Et là, ça l'est vraiment pas. Le problème, c'est comment tu fais pour avancer dans ta perception de la série sans te dire justement là ça aurait pu être comme ci, là ça aurait pu être comme ça, tu vois, parce que je pense que ça doit être frustrant aussi de voir toutes ces scènes en se disant ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux, quoi. Si je faisais pas ce podcast, j'aurais pas envie d'avancer dans la série là parce que je trouve que la voie qu'ils ont prise n'est pas bonne. Et c'est pas parce qu'ils les ont pas mis ensemble, encore une fois, c'est parce qu'ils ont décidé de les mettre avec 2 autres personnes de façon complètement Je suis d'accord, ça sort complètement de nulle part et c'est à la dernière minute, mais je pense qu'il y a aussi peut-être un réconfort à trouver là-dedans, c'est que là, il te reste un épisode et même quand Annie et John sont arrivés, il en restait 3, donc de toute façon, tu sais qu'il n'y aura pas de construction, tu vois ce que je veux dire, parce que la série va se terminer. Après, évidemment, moi, j'ai l'avantage d'avoir une vision d'ensemble. Donc, je suis moins collée à l'intrigue de chaque épisode. Je sais où ça va. Mais je pense que tu peux aussi le voir comme un truc réconfortant de te dire clairement la construction, tu vois, qui va nous mener vers le final. C'est pas forcément ces histoires de couple-là, puisqu'on sait qu'il reste que 3 épisodes et demi pour construire un final satisfaisant. Donc, ce sera sans doute pas quelque chose qui sera tourné sur ces couples-là qui ont été introduits à la dernière minute. Ce que tu me dis et ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus facile quand tu connais toute la série dans son ensemble et quand tu sais où ça va, de pouvoir négliger ou passer outre certaines intrigues et même y être attaché parce qu'avec le recul, tu trouves ça mignon ou peut-être parce que ça évoque certains sentiments nostalgiques ou des choses comme ça. Alors que moi, je découvre épisode après épisode. Donc, je pense que c'est plus difficile pour moi de m'en détacher parce que là, tout ce que j'ai vu de ces 3 épisodes sont vraiment dominés par Windom Earl et ça. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Annie et Cooper font un date ensemble. C'est marrant parce que t'as dit que tu trouvais ça mignon, mais là, on est passé de genre, ils sont mignons ensemble à, en fait, c'est un couple trop nul. Non, je les trouve mignons. Ils sont mignons, objectivement. Les scènes en elles-mêmes sont cute, quoi. Par contre, c'est vrai que ce que je disais dans les questions, ils font vraiment du commentaire de texte sur leur propre relation. J'adore les relations un peu sur les non-dits. Littéralement, j'ai un poster de In the Mood for Love dans mon salon, donc où ils ne se disent jamais rien. Et c'est ce genre de relations que je trouve les plus belles en règle générale et les plus émouvantes. Et eux, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire « On est tous les deux étranges, c'est pour ça qu'on s'aime bien, en fait. » Annie, I'm involved in a fairly complicated investigation requiring my complete attention. Yet I spend most of my time thinking of you. I know the feeling. I've been seeing your face in the fried eggs all this morning. You know, there are those who believe in a scientific basis for attraction. It's chemical. Is that what it is? I don't know. It's hard for me. But I have faith in you. In us, as I understand it. We're very much alike. It helps. We think too much. En même temps, c'est marrant, mais il y a un peu trop d'explications de texte, tu vois. Moi, j'adore ça, mais... Mais ça m'étonne pas trop en même temps, parce que je pense que c'est un truc de personnalité aussi.
Dans quel sens? Mais dans le sens où je pense que t'aimes bien analyser les choses et que du coup, t'aimes bien les voir analyser les choses aussi, non? Bah oui, enfin moi j'adore dans ma vie, tu le sais, j'aime analyser mes propres relations à voix haute avec les Voilà. personnes avec qui j'entretiens ces relations. Globalement, dans une œuvre, je pense que tes attentes pour une relation, c'est qu'effectivement ce soit quelque chose d'assez poétique, d'assez prenant en termes de romantisme. Enfin, tu vois, t'as envie de te laisser emporter par une tension ou par la beauté d'une relation. Moi? Oui. Ah oui. Et je pense que la relation là entre Annie et Cooper, elle est moins romantique que quirky. Elle est amusante en fait. Et ce côté, ils sont en train de se raconter ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre et de se citer des auteurs l'un à l'autre. Ça m'amuse parce que j'attends pas d'eux qu'ils soient un couple, tu vois, qui va m'émouvoir aux larmes. C'est pas Nora et Kevin dans The Leftovers, quoi. C'est Annie et Cooper dans Twin Peaks et c'est un truc qui est mignonné et qui est amusant parce qu'ils sont tous les deux un peu coucou crazy. Oui, mais c'est mignon, c'est vrai, c'est mignon. Ils sont mignons, allez, je retire tout ce que j'ai dit, ils sont mignons, je les aime bien, ils sont mignons. Mais en plus, elle a un parler un peu robotique parfois, l'actrice, et je pense que c'est ça aussi qui me dérange un peu, c'est que elle parle comme ça, et puis après elle parle comme ça. Il y a un côté un petit peu désarçonnant, donc je pense que ça aussi, ça me dérange un tout petit peu. Ouais, bah, moi c'est pareil, j'aime bien ça parce que je trouve que ça me fait penser à Cooper dans le côté un peu, toujours un petit peu en décalage. Moi j'avoue que je suis touchée, même si là je vais chercher, enfin je vais racler vraiment un fond de signification dans un truc où vraiment il n'y a pas grand chose, quoi. Il y a un fond quand même de spiritualité entre les deux que je trouve très touchant. Oui. Et je pense aussi que elle, par exemple, elle est très, on sait qu'elle a fait une tentative de suicide et je pense qu'ils sont tous les deux très sensibles aux questions de santé mentale, alors qu'on sent qu'à Twin Peaks, c'est pas trop un truc qui concerne beaucoup de gens, ou en tout cas qui interroge beaucoup de gens. Et eux, tu sens qu'ils sont un peu sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Et je trouve ça très beau parce que je trouve que ça peut aussi arriver dans la vraie vie de croiser des gens qui se sont jamais interrogés sur les questions de santé mentale. Et quand tu trouves quelqu'un qui y a réfléchi aussi, c'est cool. Je pense qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre. Je pense juste que la série n'a pas très bien bâti leur relation. J'ai le moyen très simple de casser l'ambiance d'un coup, là. Je sais pas si je peux ou pas. Vas-y. En fait, il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur Twin Peaks et qui comblent un peu tous les trous scénaristiques et qui racontent un peu tout ce qui s'est passé qu'on n'aurait pas vu dans la série. Notamment dans le dernier bouquin en date, on sait ce qui est arrivé à Annie avant qu'elle aille au couvent. En fait, elle a été victime d'une tentative de viol par son beau-père. Oh. Et elle a fini sur un coup de tête par aller au couvent. Norma désapprouvait beaucoup et elle pensait que c'était pas la solution pour elle. Mais voilà, quand elle parle pendant son date avec Cooper du fait qu'il y a un homme qui l'a un peu fait partir en spirale, en fait, c'est ça qui s'est passé. Oui. I know about the dark tunnel you can fall into. Happened before I went away. Happened because of that boy. Something similar happened to me. Made me want to disappear from the world. Because of that, maybe I can help. I don't know you very well. No. I'm trying to learn how to trust my instincts. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour elle, en fait, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a pas eu une vie facile et Cooper est tellement rassurant et tellement sain que je suis contente qu'elle soit avec quelqu'un comme lui. Mais je suis très contente pour elle aussi, c'est bien. Alors que, à côté de ça, on a John Justice Wheeler, donc le nouveau mec d'Audrey qui est joué par Billy Zane, le méchant de Titanic, qui quitte Twin Peaks précipitamment parce qu'il a un ami au Brésil qui s'est fait assassiner, encore une histoire de meurtre, et il doit aller le remplacer ou je sais pas quoi. Ce moment t'a beaucoup diverti parce qu'ils arrêtent pas de se louper et finalement Audrey apprend qu'il est sur le point de partir et elle court le rattraper à l'aéroport. Et en fait, même pas à l'aéroport, mais carrément sur la piste de décollage puisqu'il conduit son propre avion. Et toute cette scène t'a beaucoup plu. Le mec, il pilote l'avion. C'est lui qui pilote? Ouais. Oh mon Dieu, c'est n'importe quoi. Guess a simple goodbye was out of the question. Do you have to leave? Yes. When will you be back? I don't know. I'm a virgin. I want you to make love with me. Here and now. It's your jet. What the fuck? Mais enfin? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas. En même temps, je l'avais prédit qu'ils allaient... I'm a virgin.
Pour resituer un petit peu ce qui se passe, en gros, ils se disent « je t'aime » sur la piste. Donc déjà, là, c'est complètement absurde. Surtout qu'elle appartient un peu plus à la réalité, Audrey. Donc avec Cooper et Annie, j'ai envie de dire, ils sont tous les deux complètement à l'ouest. Mais là, t'as envie de dire « meuf, pourquoi tu tombes amoureuse en 3 jours ?» Cooper, elle était en train de l'appeler mon prince et mon agent du FBI, my agent, my special agent. C'est vrai qu'elle est très fleur bleue. Elle lui dit « je t'aime », il lui dit « je t'aime ». Et après, elle lui dit « je suis vierge ». Et il lui dit quoi? Et elle lui dit je veux qu'on couche ensemble. Et il lui dit ah bon mais où? Elle lui dit bah c'est ton jet non? Et là ils couchent ensemble dans le jet pendant que Pete qui a conduit Audrey jusqu'à l'aéroport attend dans la voiture. C'est absurde. J'arrive pas à savoir si c'est censé être romantique en fait. Non après quelle femme quoi. À 18 ans sortir ça à un mec, je trouve ça incroyable. Bravo. Genre je suis vierge, vas-y prends-moi dans ton jet, c'est génial. Bah c'est pas comme ça que t'as perdu ta virginité mais... Moi oui hein. Par contre, c'est pas romantique, c'est juste absurde, mais c'est très drôle, quoi. Bah, en fait, moi, ça me fait rire parce que je me dis, elle a lu les statistiques dans Glamour qui disent que l'âge moyen de la perte de virginité, c'était l'âge, tu vois. Et elle se dit, bon, là, il me reste plus que genre 0,1 mois pour être dans la moyenne. Il faut absolument que je trouve ce mec et que je lui dise, mec, il faut qu'on le fasse tout de suite. C'est ça qui s'est passé, en fait, je pense. C'est clair. Elle a couru jusqu'à l'aéroport, quoi. Et Ouais. lui, il est là, oh, ok. L'amour est vraiment dans l'air cette semaine parce qu'il y a non seulement Audrey et Cooper, mais il y a aussi Shelley qui a un rebondissement assez inattendu. Elle est embrassée par Gordon Cole, l'agent du FBI qui est incarné par David Lynch et qui a bien 30 ans de plus qu'elle. Hein. Oui, très clairement, je pense que David Lynch avait envie de se faire plaisir, quoi. Bah, c'est un peu la théorie qui a été retenue par la majorité. Parce que c'est vraiment l'intrigue qui ne sert à rien, mais le mec a l'opportunité d'embrasser ma Chanamik, et j'avoue que bon, elle est tellement belle que je peux le comprendre, mais c'est vrai que ça sort un peu de nulle part, quand même. Ça sort de nulle part. Après, ça peut s'expliquer pour 2 raisons. Bon, déjà, David Lynch voulait se faire plaisir. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va l'entendre même dans la scène. Il fait un commentaire où il dit « Vous êtes en train de regarder 2 personnes qui s'embrassent de 3 quarts ». Donc, en fait, il fait même une référence à la manière dont la scène est filmée et donc au fait que lui-même est réalisateur. Shelley, turn around and face me a moment before I lose my nerve. I'm about ready to leave Twin Peaks, and I don't know when I'm going to return. And I know that if I don't kiss you now, I'm going to regret it the rest of my days. Hey! What the hell's going on? You are witnessing a front 3/4 view of 2 adults sharing a tender moment. Acts like he's never seen a kiss before. Cette scène est quand même importante pour conclure un peu la trajectoire pourrie de Bobby, qui était de plus en plus méchant avec Shelley et de plus en plus cruel et qui était un très mauvais petit ami. Et c'est quand il voit Shelley être embrassée par Gordon Cole qu'il réagit un peu et qu'ensuite il lui fait une grande déclaration et il lui dit qu'il était devenu odieux et qu'il fallait qu'il change. Et donc je pense qu'ils ont aussi utilisé cette scène-là pour résoudre un peu le problème de Bobby et Shelley parce qu'on en avait marre de les voir se disputer. On a parlé des histoires d'amour, mais on sent quand même que le final se rapproche et que les enjeux au niveau de l'enquête, ou en tout cas au niveau des histoires plus sérieuses, doivent se corser un petit peu. Et il y a clairement une menace, peut-être surnaturelle, qui plane sur Twin Peaks dans ces épisodes. Déjà, tout le monde se met à avoir la main qui tremble de manière incontrôlable et de manière soudaine, avec une musique hyper angoissante derrière. Alors ça, j'ai bien aimé. Déjà, c'est mystérieux. On se demande ce qui va se passer, tout ça, j'aime bien. Et il y a aussi un moment où Cooper et Annie sont en train de danser. Et d'un coup, Cooper a une apparition du géant qui mime un grand nom de la bouche et des mains. Et t'étais vraiment pas enthousiasmé par le retour du géant. En fait, tous les trucs surnaturels, je crois que ça te gonfle un petit peu. Oh non. Oh non. Ah mais c'est horrible. Je pense que c'est plus que le géant m'angoisse en fait parce que je sais que c'est des mauvaises nouvelles quoi. Donc ouais. Je pense que c'est une réaction un peu automatique. Mais j'ai bien aimé aussi le fait qu'il parle pas et qu'il soit là. Surtout que c'est un peu tragique parce que on comprend qu'il est en train de dire à Cooper que son rapprochement avec Annie est sans doute une mauvaise idée parce que ça arrive pile au moment où ils sont sur le point de s'embrasser et donc que c'est un mauvais présage et on le voit à la fin du dernier épisode qu'on a vu, l'avant-dernier épisode de Twin Peaks, Annie se fait kidnapper. Donc clairement, Cooper risque peut-être d'avoir le cœur brisé. Oh bah non, mais j'espère pas quand même, là ce serait beaucoup. Hein.
Non, mais parce que le pauvre, il a déjà perdu la première, il va pas perdre la seconde. Mais le truc, c'est que... Ah, peut-être. En tout cas, clairement, la série joue sur ça, c'est-à-dire que Windham Earl et le fait que justement, il arrête pas de parler de Caroline et, enfin, je pense que c'est pour ça qu'ils ont établi aussi la relation entre Annie et Cooper, c'est parce qu'il y a peut-être l'histoire qui va se répéter et que clairement, on sait qu'il a déjà eu le cœur brisé par une femme dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions d'homme amoureux. Mais non, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles d'enquêteur. C'est pour ça que Caroline est morte. Et là, clairement, Annie, il va devoir l'aider en tant que flic. Plusieurs choses. Ça fonctionne très bien, ça, je trouve. Ah. Et d'ailleurs, le moment où Annie gagne le concours et où tu sens que ça lui brise le cœur parce qu'il sait que ça veut dire que ça va être dangereux, ça fonctionne très très bien aussi. Même si j'avais un peu envie de lui dire, dis-lui de pas se présenter. Et puis aussi, peut-être ne fais pas des dates au milieu d'un lac, en plein milieu de la ville, alors qu'il y a quelqu'un qui est après toi et qui a qu'une envie, c'est se venger. Mais t'as vraiment ce truc, Marie, la logique, je pense vraiment c'est quelque chose, il faut que tu t'en débarrasses. C'est une très mauvaise idée. Après cette scène-là, l'épisode se termine sur le retour de Bob. On a un plan dans la forêt avec une lumière très artificielle qui éclaire juste une branche, un arbre. Et là, on voit un bras qui sort. On dirait les gens de ma génération, et de la tienne j'imagine aussi, mais qui pratiquaient la vague, tu sais, de hip-hop avec les bras. Tu faisais pas ça ? Si. Au collège. Et on dirait vraiment qu'il est en train de faire ça, en fait, parce que tu vois juste le bout de son bras apparaître, et il est en train de bouger juste la main, et après il bouge l'avant-bras, et après le reste apparaît, et j'étais là, on dirait qu'il pratique... Mais il y a beaucoup de danse contemporaine dans Twin Peaks, en fait, quand on y réfléchit. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, le retour de Bob. Écoute, s'ils veulent... Je me souviens juste que quand on a regardé l'épisode, t'étais un peu, Bob, pourquoi pas, mais surtout t'étais énervé pour les implications que ça aurait sur la conclusion avec Leland et toute l'ambiguïté qu'il y avait autour de la possession ou pas de Leland par Bob. Oui, moi j'aimais bien l'ambiguïté, j'aimais bien l'absence de réponse, et j'aimais bien le fait que la possibilité que ce soit une maladie mentale soit toujours là. Et en fait, avec l'arrivée de Bob ici, clairement, ça veut dire que c'est une entité indépendante qui vient probablement de la partie sombre et de la Black Lodge ou je sais pas trop quoi. J'ai pas envie d'avoir la réponse à ce mystère. Et rajouter ça après, pour moi, ça ruine un peu ça. Alors, je pense que tu peux garder l'ambiguïté quasiment identique, même si effectivement, ça veut dire que ça concernait pas que Leland, mais je pense que déjà, par exemple, une maladie mentale va toucher plusieurs personnes et elle peut toucher plusieurs personnes à plusieurs moments de leur vie. Donc, si Bob est une allégorie sur la maladie mentale, il peut exister en dehors de Leland, dans le sens où une maladie mentale n'existe pas que pour une seule personne. Je pense aussi que là, on ne sait pas exactement quel est le rôle de Bob, mais si on imagine qu'il est aussi une allégorie pour le mal que font les hommes ou les violences sexuelles, etc., ce qui est quelque chose qui avait été soulevé dans le dernier épisode avec lui, on peut encore garder cette ambiguïté-là et penser qu'à la fois, il a, à travers Leland, commis ces crimes-là, mais qu'il existe aussi encore comme une allégorie. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de flou dans l'identité de Bob et que donc tu peux être un peu libéré de tout ça. Si la qualité du son de Marie vous semble un peu moins bonne, c'est pas parce que Bob s'est emparé de son enregistreur, c'est juste parce qu'elle avait plus de batterie. Donc, elle va continuer avec un autre micro qui est un peu moins bon. Et on s'excuse. Et c'est de la faute au Covid. Ouais, je suis dans la Black Lodge. C'est ça. Mais oui, c'est intéressant ce que tu dis sur Bob. Et tu as raison, tu me fais voir les choses différemment. Tu es brillante. Ah. Bravo à toi. Merci Marie. Bon, je te propose qu'on passe à l'avant-dernier épisode de la série Miss Twin Peaks parce que je l'attendais impatiemment. Quand je disais « je pense que tu vas t'éclater, tu vas t'amuser », je parlais de cet épisode en fait. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je suis désolée. Peut-être que j'étais en train d'incuber le Covid et que c'est pour ça, Anaïs. Mais déjà, avant de commencer, tu as fait des prédictions avant de voir l'épisode, notamment sur, à ton avis, qui allait gagner Miss Twin Peaks ? Bah, ce serait drôle si c'était Lucy. Mais bon, je pense que Shelley va gagner. Honnêtement, Lucy aurait dû gagner, hein, parce que vu sa performance de danse, après mon autre théorie, c'était Shelley, parce qu'on nous bassine avec Shelley et le fait qu'elle se trouve pas belle depuis des épisodes, donc ça aurait été logique qu'on lui prouve qu'elle était hyper belle grâce à ça, mais non, la pauvre, elle se présente enfin, elle est convaincue, et on l'ignore au profit de l'autre qui parle de la forêt et de je sais pas quoi. C'est vrai. Après, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que Windham Earl, depuis plusieurs épisodes, clairement, on sent que le concours de Miss Twin Peaks, ça va être le point culminant de son plan machiavélique. Et il avait sorti à chaque fois ses reines de cœur, reines de pique, etc., sur lesquelles il avait collé des photos des meufs qu'il voulait prendre pour cible. Et il y avait notamment Audrey
et Shelly et Donna. Et il en cherchait une quatrième et il a mis Annie parce que Annie, justement, gagne le concours Miss Twin Peaks. Et quand il comprend que la peur ouvre la Black Lodge... And then, of course, there's the mysterious circumstances surrounding Josie's death to consider. What about them? She was trembling with fear. I would go as far as to say quaking like an animal. I might venture a guess to say that it was the fear that killed her. At the moment of her death, I saw Bob as if he had slipped in through some crevice in time. Upon reflection, I believe there's a connection between his appearance and Josie's fear, as if he was attracted to it. You see a connection between Bob and the Black Lodge? Harry, I think it's where he comes from. I think that the Black Lodge is what you have referred to in the past as the evil in these woods. Et on comprend aussi que la raison de la présence de Windham Earle à Twin Peaks, c'est qu'il veut ouvrir la Black Lodge parce qu'il adore le mal. Il décide de faire son coup pendant l'élection de Miss Twin Peaks et de kidnapper la Miss Twin Peaks. Et il dit même que si Shelly est élue, c'est elle qui mourra. Donc on sait qu'il compte tuer la personne qui sera élue Miss Twin Peaks. Et donc forcément, il faut que ce soit Annie parce que c'est la nouvelle meuf du héros. On a donc un cliffhanger à la fin de cet épisode où Annie est élue, les lumières s'éteignent, il y a une sorte d'effet stroboscopique qui démarre, c'est la panique à bord, tout le monde est en train de hurler. Nadine est assommée par un énorme sac de sable, Annie est kidnappée et je te regardais et énorme silence, aucune réaction. Tu étais impassible et j'étais là, même ça, elle en a rien à foutre, on va jamais y arriver. J'étais trop habituée à des réactions fortes. Parfois, tu sais, quand je regarde des films chez moi, je ne réagis pas forcément. J'ai trouvé ça très bien. Ah bah je suis soulagée parce que franchement, j'étais vraiment persuadée que tu n'avais pas du tout aimé cette scène et c'est pour ça que quand je disais tu vas t'amuser pendant ces épisodes, moi, à chaque fois que je reprends mon visionnage de la saison 2, généralement, j'interromps quand Leland meurt et je reprends avec Miss Twin Peaks. Donc en fait, tu as aimé cette scène et là, tu es prête à découvrir le final et tu es impatiente. Je sais pas si j'attends le final avec impatience, honnêtement, je ressens pas énormément d'enjeux. Et ce que j'adorais dans Twin Peaks jusqu'à maintenant, et tu l'avais vu, c'est que j'adorais avoir des théories sur qui avait tué Laura Palmer et tout. Et là, en fait, j'ai vraiment rien. Enfin, ça m'intrigue pas forcément la Black Lodge et la White Lodge. Je trouve ça un peu obscur. Donc, j'ai du mal à me sentir vraiment investie dans l'intrigue. Ouais, bah c'est marrant parce que en fait, tu as toujours eu des théories sur les éléments les plus terre-à-terre de l'intrigue, c'est-à-dire l'enquête, alors que dans cette série, justement, ce qui a fait qu'il y a eu énormément de théories au fil de la diffusion, c'était plus les éléments surnaturels, en fait. C'est que signifie la Black Lodge et la White Lodge, quelle est l'identité de Bob, un peu ce qu'on vient de dire. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment animé les fans et qui les anime encore aujourd'hui, je pense. Et donc, c'est intéressant que toi, c'est pas du tout là que tes théories se situent. C'est comme, je pensais tout à l'heure à ça et je pensais à Lost. Moi, ça m'a jamais parlé, Lost, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment genre, comment ils vont survivre sur cette île? Et c'était pas genre, pourquoi il y a un ours polaire? Enfin, ça, je m'en fichais. Moi, c'était vraiment genre, est-ce qu'ils vont pouvoir sortir de cette île un jour? Comment ils vont faire à manger? Enfin, moi, j'étais là pour le Koh-Lanta de ça, quoi. Et là, c'est pareil. Enfin, c'était l'enquête policière qui m'intéressait. Je suis très basique, hein. J'ai très peur pour la suite de ce podcast. Je voulais faire un petit retour sur les théories les plus farfelues. Il y en a énormément, il y en a beaucoup dont je peux pas parler parce que c'est des théories qui concernent la saison 3 et alors là, les gens, ils se sont surpassés parce que au moins, quand Twin Peaks est sorti, il y avait pas Reddit, quoi. Parmi les théories les plus tarées, je pense, sur Twin Peaks, il y en avait une selon laquelle Laura Palmer serait la mère de Cooper. C'était l'impact de Retour vers le futur, je crois, qui a eu. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y en a qui pensaient que quand Cooper est dans la Red Room avec les rideaux rouges, que ça symbolise la paroi de l'utérus. Ah oui, carrément. Voilà. Ça fait penser à la scène, tu sais, dans Succession, quand il arrive et qu'il sort du vagin de sa mère pour la soirée de Kendall. Il y avait aussi une très grosse théorie à l'époque où Maddie est arrivée, donc la cousine de Laura. Il y en a énormément qui pensaient qu'il s'agissait en fait de Laura, qui n'était pas morte, mais qui aurait simulé sa mort pour qu'on la laisse tranquille. Et que donc elle aurait tué Maddie, sa cousine, pour prendre sa place. Mais si c'était le cas, ça n'a pas très bien marché, puisque Maddie a aussi été tuée par Leland. Oui. Avant le final de la saison 2, il y avait beaucoup de théories, pour le coup. Contrairement à toi, il y en a plein qui étaient très investis dans qu'est-ce qui va se passer, surtout que les gens savaient à ce stade-là que la série avait été annulée et que David Lynch avait réalisé le dernier épisode. Il y en avait pas mal qui pensaient que toute la série était un rêve de Cooper. Ça aurait été horrible. Si c'est ça, j'arrête le podcast vraiment, quoi. Et il y en a d'autres qui pensaient que ce qui serait mieux, c'est que la série soit un rêve de Laura. À un moment, Laura dit « I'll see you again in 25 years ».
Et il y en a un qui a dit David Lynch va attendre 25 ans avant de faire une suite. On peut dire que cette théorie s'est plus ou moins réalisée. Je suis pas sûre que c'était un truc prévu à la base, mais ce fan pourra au moins se targuer d'avoir dit 25 ans plus tôt qu'il y aurait une suite à Twin Peaks. Ça, c'est vraiment cool. Quand je regarde un peu sur les forums, ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux de l'époque, les trucs qui suscitent le plus d'interrogations, c'est pourquoi est-ce que Gordon Cole est sourd ? Que signifie le cheval blanc que Sarah Palmer a vu ? Ça, c'est un gros truc. L'identité du géant est aussi une grosse source d'interrogation. Qui est-il ? Pourquoi est-il ? Il y a aussi la signification de la Red Room, donc on l'a dit, peut-être l'utérus de Laura Palmer, et le symbole de la grotte du hibou que Cooper a dessiné sur sa serviette. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans la mythologie de Twin Peaks. Il y a des gens qui ont un tatouage avec ce symbole. C'est très fréquent. Et en fait, il y a même quelqu'un qui a fait une analyse que tu peux trouver en vidéo où il montre que ce symbole est versatile, qu'il peut représenter plein de choses puisqu'il peut représenter des montagnes, un hibou, mais aussi un épi de maïs. Or, dans Twin Peaks, le maïs à la crème, c'est la nourriture des entités un peu surnaturelles. Et si on change un peu l'ordre du dessin, ça peut aussi vouloir dire môme. Donc, ça pourrait aussi indiquer la raison pour laquelle certains pensent qu'il y a une histoire de maternité entre Laura et Dale. Il y a toujours une histoire de maternité quelque part. Voilà, c'est ça. Et alors, le truc le plus taré, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de regarder plusieurs scènes simultanément en pensant que ça pouvait donner un nouveau sens à la série. Genre, ils les regardent côte à côte. Il y a des gens qui avaient essayé de regarder les épisodes à l'envers aussi. Non, et ce qu'il aurait fallu, c'est les enregistrer à l'envers et les rediffuser à l'endroit ou un truc comme ça, comme ce qu'il avait fait avec le son. Mais il y a des gens qui ont essayé de faire ça. Et pour Twin Peaks The Return, il y en a même qui ont dit qu'il fallait regarder 2 épisodes en même temps pour vraiment comprendre le sens de Twin Peaks. Non, mais c'est ça qui est épuisant, quoi. Enfin, moi, c'est ça l'image que j'avais de Twin Peaks. Ouais, je pense qu'on pourra reparler un petit peu de ce côté-là du fandom, mais moi, je trouve ça marrant parce qu'en vrai, je pense, mais c'est peut-être juste mon interprétation, mais de ce que j'ai vu autour de moi, chez les fans de Twin Peaks, il y en a beaucoup qui font ça en sachant que c'est totalement du bullshit, mais juste parce que ça les amuse, mais... C'est comme l'astrologie, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un truc, c'est peut-être le truc le plus connu de David Lynch, même chez les gens qui ne connaissent pas David Lynch. C'est un mème dans lequel un journaliste lui dit « Est-ce que vous pourriez élaborer, s'il vous plaît ?» Et David Lynch répond non. Il y a même des générateurs avec ce mème sur Internet, parce qu'en gros, c'était dans une interview où il a dit « Vous le croirez peut-être pas, mais Eraserhead, donc son premier film, est mon film le plus spirituel. » Et le journaliste a dit « Ah oui, mais élaborez un petit peu là-dessus. » Et il a juste répondu « Non. » Et en fait, il y a énormément d'interviews dans lesquelles David Lynch refuse d'expliquer ses films, et c'est devenu un des trucs les plus connus chez lui, c'est qu'il ne veut absolument pas expliquer son œuvre. Et je pense que c'est très libérateur pour les fans, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, et du coup, il n'y a pas aussi de mauvaise réponse. Et quand ils analysent toutes ces séquences, et quand ils suranalysent, les fans, ils savent très bien qu'au final, ça n'a pas de sens. Enfin, il y a plein de choses qui sont absurdes et qui n'ont pas vocation à être expliquées, et c'est pour ça que c'est fun de regarder des épisodes à l'envers et juste de tomber dans un rabbit hole complètement délirant. Je pense que la plupart des fans savent très bien que c'est juste pour le fun. Et il y en a une, par contre, qui prenait les trucs très au sérieux à l'époque, quand Twin Peaks a été annulé. Elle a dit que c'était un complot de ABC qui avait reçu des pressions de la part du FBI dans la guerre du Golfe. Et elle pensait que comme Twin Peaks était une représentation de la guerre du bien contre le mal, ce qui est vrai, que en fait Twin Peaks allait un peu trop vers le bien et le côté pacifique de Cooper allait empêcher les États-Unis de mener jusqu'au bout la guerre du Golfe et que donc ils ont dû annuler la série. Mais même à cette époque, il y a des gens sur les forums qui se sont foutus de sa gueule, qui lui ont dit « Catherine, redescends un peu ». Donc je pense que la plupart des fans de Twin Peaks, en vrai, sont assez bienveillants et s'amusent beaucoup avec la sursignification de plein de choses qui n'en ont pas. Et c'est un peu pour rendre hommage à ces grands fous que je voulais qu'on fasse une petite théorie du complot, en fait, dans chaque épisode, parce que je trouve ça très marrant dire oui, il y a un truc accroché au mur, ça signifie que ça, alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste un truc accroché au mur. Je crois que j'étais déçue à chaque théorie du complot en étant beaucoup trop terre à terre. Oui, je confirme. Mais en même temps, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, ta réponse, c'était... Alors, c'est pas vraiment une théorie du complot, mais je pense que je peux faire une analyse un peu psychologique. Ou alors, ma théorie du complot, c'est que les scénaristes ont écrit ça. Et c'était toujours très pragmatique, mais en même temps, je pense que c'est là la différence entre toi et moi, c'est que moi, même dans ma propre vie, en fait, je vais avoir des théories du complot incessantes. C'est épuisant. Ouais. Voilà, mais comme tu le sais, j'aime beaucoup tout suranalyser. Alors cette semaine, la théorie du complot, c'est que murmure Mike à l'oreille de Bobby. À un moment, ils sont en train de discuter tous les deux et Bobby lui dit qu'il comprend pas trop pourquoi Mike est en couple avec Nadine. Il lui dit « Je comprends pas ton intérêt soudain pour les fossiles ». Et Mike
pour lui fermer le clapet, lui murmure quelque chose à l'oreille. Et la réaction de Bobby, c'est qu'il hurle en entendant ce que Mike lui a dit. Donc, quelle est ta théorie du complot, Marie? Qu'est-ce que Mike a murmuré à l'oreille de Bobby? Écoute, j'ai parcouru littéralement toutes les pages du Kama Sutra sur le site l.fr. J'ai essayé de comprendre, parce qu'en fait, tout le truc, c'est justement, est-ce que tu sais ce que ça fait d'allier la maturité sexuelle et la force surhumaine? Sauf que chez une femme, si c'était la souplesse ou un truc comme ça, c'est plus traditionnel, mais la force... Maman, saute tout ce passage. Et puis, si vous avez des enfants qui écoutaient, sautez les 30 prochaines secondes. Peut-être qu'elle peut tenir beaucoup plus longtemps à quatre pattes. Ou sinon, j'étais là, peut-être qu'elle le pègue. Une endurance et une force physique incroyable, c'est plus ce qu'on valorise traditionnellement chez les hommes dans la sexualité. Du coup, je trouve ça assez marrant en fait que ce soit valorisé chez Nadine. Et en cherchant, j'arrivais pas à trouver, mais peut-être que tu vas trouver un truc beaucoup mieux. Donc je me suis dit peut-être qu'elle le pègue. Et dans ce cas-là, c'est parce que c'est elle qui est dans une position de domination et une position plus masculine. Et ça me ferait beaucoup rire de penser que Bobby trouve ça absolument génial et hyper sexy, quoi. Bah non, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'options. Enfin, déjà, je pense qu'elle peut, par exemple, s'agripper à lui et il peut plus s'extraire d'elle, tu vois, par exemple. Je sais pas, mais une force surhumaine, c'est ça aussi, tu vois. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc avec les rideaux. Enfin, il faut quand même se dire que Nadine a une obsession pour les rideaux et que l'expression grimper au rideau peut-être a trouvé toute son illustration physique et concrète avec le couple qu'elle forme avec Mike, je sais pas. Non, ou alors il lui a dit qu'elle est capable de nouer des queues avec sa langue. Mais des vraies queues. Voilà, exactement. Pas des queues de cerises, des vraies queues. On s'était dit qu'on ferait un petit Fuck, Marry, Kill, qui est un jeu anglo-saxon. Oui, tout à fait. Qui consiste à donner 3 noms et à dire avec qui on couche, avec qui on se marie et qui on tue. Donc il faut choisir entre 3 personnes. J'ai, si tu veux, pour toi, un Fuck, Marry, Kill édition de l'enfer. Ouais. Windham Earl, Léo pré-légumes et Léo post-légumes. Ah, je pensais que tu allais mettre Leland au milieu. J'aurais épousé Leland, direct. Ok. Alors, attends. Fuck Windham Earl. C'est vrai qu'il est funky, il adore les déguisements en plus. Et il va se passer des trucs, tu sais que ça va être intéressant. Kill Léo pré-légumes et Marie Léo post-légumes. Il y a pas de problème. Il te crache de la bouillie dessus tous les jours quand même. Mais non, mais moi, je suis pas une folle. Moi, je le mets dans un centre médicalisé et on s'occupe de lui, quoi. Enfin, tu plaisantes ou quoi? Et moi, je vis ma plus belle vie. Avec pas d'argent, comme Shelley. Bah non, parce que moi, je travaillerais, parce que je serais pas en train de m'occuper de lui. C'est vrai. Alors, une autre édition de l'enfer, Harold Smith, James et Hank. Oi, oi, oi. Ça se complique. Je couche avec Hank. Same. C'est un gros connard, mais bon, une fois comme ça peut passer. J'épouse Harold Smith parce que je le laisse à la maison et je pars loin. Et comme ça, il me suit pas. Mais évidemment, je tue James. Moi, j'aurais pas employé la même stratégie. Moi, clairement, je couche avec Hank, évident. Je tue Harold Smith et j'épouse James. Parce que Harold Smith, il fait que parler et lire ses journaux intimes, là. Oui, mais Harold Smith, il est pas mobile, Anaïs. C'est pareil que Léo le légume. Oui, mais James, il prend sa moto, il fugue. Oui, mais c'est pas grave. James, il t'écrit des cartes postales, c'est horrible. Mais tu la laisses en vue, la carte postale, tu t'en fous, tu vois. Ouais, mais Harold Smith, il reste chez lui. Tu fais maison à part et comme ça, tu le vois jamais. Ouais, mais moi, en fait, je reste aussi beaucoup chez moi. Donc, clairement, je pourrais pas être colocataire avec ce mec. Alors que James, il a un gros avantage quand même, c'est qu'il parle très peu. Et moi, vraiment, un de mes critères principaux avec les hommes, c'est qu'il me laisse tranquille. Et qu'il te laisse parler, surtout. Ouais, voilà. Et je pense que James, il remplit bien ce critère-là. Gordon Cole, Albert ou Cooper? Oh, bah je tue Gordon Cole. Ah oui, mais désolé. Hein. En vrai, j'épouse Albert, parce que je pense qu'on s'entendrait mieux qu'avec Cooper. Cooper, il est trop parfait. Et je fuck Albert. Tu viens de dire j'épouse Albert et je fuck Albert. Les deux. Non, je fuck Cooper et j'épouse Albert. Non, moi je fais l'inverse. Hein. C'est le plus évident, mais en fait, ça doit être tellement chiant d'être marié à un mec qui est un peu goody two shoes, tu vois, qui est hyper droit et moral. Enfin bon, c'est bien, tu sais qu'il va pas te tromper, mais... Ouais, moi why not? Bon, édition de l'extrême. Fuck, Marry, Kill. Jean Reno, Jacques Reno, Bernard Reno. Je sais même pas qui est qui, en fait. C'est Jacques Reno qui est mort à l'hôpital, là. Ouais. Ah bah, lui, je le tue. Ah, moi, c'est celui que j'épouse, direct. Le premier, on l'a jamais connu. Je le fuck, c'est pas grave. Que tu es cavalière avec ta vie sexuelle, Marie? Bah écoute, entre les trois, il faut choisir. Et l'autre, je l'épouse parce qu'il est plein de ressources quand même. Le troisième, je sens que j'aurai une vie quand même au niveau financier. Il pourra contribuer à mon... Ah, moi, il me dégoûte. Je le tue direct, en fait. Jean Reno, c'est le pire, quoi. Ok, le dernier. Twin Peaks saison 1, Twin Peaks saison 2,
et Amy. Ah, c'est dur. J'essaye de te tirer vers l'abstrait. Je tue Twin Peaks saison 2. J'épouse Twin Peaks saison 1 et je couche avec Amy parce qu'on est très sexy comme podcast. Ok. Voilà. Toi, c'est quoi? Je pense que Twin Peaks saison 2 ferait une très bonne maîtresse parce qu'elle est funky, quoi. C'est vrai. Et un peu irrationnelle. Donc non, c'est trop compliqué. Je les épouse toutes. On va passer au MVP. C'est qui ton MVP? C'est Doc Hayward parce qu'il est vraiment trop gentil, quoi. Mais je sais quel chemin j'ai parcouru. Au premier épisode, c'était lui mon principal suspect. Et là, vraiment, enfin, même sa réaction face à Ben Horn, qui est épuisant dans son espèce de quête de la bonté. Il fout la merde partout, y compris dans la famille de Hayward, qui a élevé Donna comme si c'était sa fille, alors que c'était la fille de Ben Horn. Et qui continue de soigner Ben Horn, parce qu'apparemment, il n'y a qu'un seul médecin généraliste, il n'y a qu'un seul psy et qu'un seul médecin généraliste, mais il y a un hôpital dans cette ville. C'est un mec en or, voilà. Et toi, c'est qui ton MVP? Bah moi, je pense que c'est Ben. Mon vrai MVP, c'est les crudités que Ben mange tout le temps. Moi, j'admire le fait qu'il essaye de se prendre en main et qu'il essaye d'être bon et droit. Je pense qu'il a eu une trajectoire en fait très intéressante dans la série et qu'il était vraiment, il a été divertissant, il a été très glauque, il a été pathétique. Et là, en fait, moi, je trouve qu'il y a un côté touchant dont en plus la série se moque parce que justement, même Doc Hayward lui dit non mais quand tu essaies d'être gentil, en fait, c'est une bombe à retardement. N'essaye pas d'être gentil. Et moi, ça me touche beaucoup qu'il essaye de faire le bien, même si ça capote complètement. La meilleure réplique, Marie, c'est quoi? À un moment, il y a Cooper qui comprend que c'est la reine qui va être prise pour cible par Windham Earl. Et il dit, bien sûr, la reine. Et Truman lui répond très sérieux, de Roumanie? Enfin, vraiment, Truman toujours aussi bonnet. Et sinon, à un moment, Windham Earl injecte un sérum de vérité dans le Major Briggs. Et la première question qu'il lui pose, c'est « Quelle est ta plus grande peur au monde ?» Major Briggs lui répond « The possibility that love is not enough. » La possibilité que l'amour n'est pas suffisant. Et ça... C'est magnifique. J'adore cette réplique aussi et je l'aime aussi beaucoup parce qu'elle peut être interprétée de plusieurs manières. Et la première, c'est que il a peur que l'amour ne soit pas suffisant. Mais la deuxième, c'est que l'amour ouvre la White Lodge et qu'on est dans un combat peut-être entre la White Lodge et la Black Lodge. Et donc entre l'amour et la peur. Sachant que le Major Briggs suit de très près les histoires de Lodge, il a peut-être peur que l'amour ne soit pas suffisant pour combattre le mal. Waouh! Qui va peut-être s'abattre sur Twin Peaks. Tous les gens qui regardent Twin Peaks devraient avoir une Anaïs avec eux pour comprendre ce qui se passe et atteindre le niveau supérieur. Moi, j'avais aussi celle-là et il y en a une que j'adore, c'est quand Ben essaye vraiment de pas zigouiller des gens, notamment Dick Tremaine, et qui dit parfois « Le besoin irrépressible de faire le mal est presque accablant ». Et je suis bien d'accord. On passe aux prédictions. On a terminé cet avant-dernier épisode de Twin Peaks, la série originelle, avec un gros cliffhanger où Windham Earl a kidnappé Annie. On ne sait pas ce qu'il va faire, mais on sait que son intention, c'est d'essayer d'ouvrir la Black Lodge avec la peur. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans ce dernier épisode de Twin Peaks? Alors, je pense qu'il va ouvrir la Black Lodge grâce à Annie. Ah, mais attends, du coup, elle doit mourir s'il ouvre. Non, elle a juste besoin d'avoir peur. Donc bon, ça va. Bon, je pense pas qu'Annie va mourir parce que je pense que quand même, enfin, le pauvre Cooper, quoi. Mais je pense que la Black Lodge va être ouverte et ça va être un peu comme quand les portes de l'enfer se sont ouvertes dans Buffy, tu vois. Il y a plein de trucs qui vont sortir. Bob, enfin, ils vont tous être de sortie, quoi. Et il va y avoir un peu les deux mondes qui vont rentrer en collision, c'est-à-dire le Twin Peaks normal et tout ce qu'il y a derrière le rideau, un peu, qui va arriver. Tous les démons vont envahir Twin Peaks comme les démons envahissent Sunnydale. Exactement. Et c'est les trucs qui sont sous la terre. Mais l'amour, à la fin, vaincra. Ok. Qu'est-ce que tu attends de ce dernier épisode? Que ce soit bien, ce serait bien. Bah déjà, je sais que c'est réalisé par David Lynch, parce que tu me l'avais dit. J'ai hâte de voir ça. Ce que j'attends, c'est que ce soit profond, quoi, et divertissant. Merci beaucoup Marie. Merci Anaïs. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira le final de la saison 2 de Twin Peaks, c'est-à-dire l'épisode 22. J'attends ce moment depuis très 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 longtemps.
et j'espère qu'il sera à la hauteur. Et comme vous êtes nombreux à nous le demander, sachez que oui, avant de passer à Twin Peaks The Return, on va faire un épisode d'Amis intégralement dédié au film Twin Peaks Fire Walk With Me qui est sorti juste après la saison 2. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de série, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, qui revient dans quelques semaines et dans lequel on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode d'Amis, on aimerait beaucoup que vous nous laissiez 5 étoiles et un petit commentaire, voire même 2. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour le final. Et en attendant, n'oubliez pas... And that's the only way we're ever going to save the trees. It's time to stand up and kick some butt for our environment. Il faut qu'on soit prêts à tous se lever et à botter le cul pour l'environnement. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Est-ce que tu as des bonus, Marie ? J'ai beaucoup aimé, enfin non pas du tout, en fait, l'espèce de truc de Léo qui d'un coup s'intéresse à Shelly et à son bien-être. Il va aller le dénoncer. Parce qu'au fond, Léo, il a un cœur en or. Lui, il y a que lui qui a le droit de frapper Shelly, t'as vu ? Cooper qui invite Annie à sortir avec lui et qui dit « m'accompagner en a nature study », donc dans une étude de la nature. Un tour de la nature. J'adore. Quand il compare l'écriture de Léo en bâton et l'écriture de Léo avant, l'écriture n'a rien à voir, hein, mais lui, il voit un truc entre les deux. Truman, le seul truc qu'il trouve à dire sur Josie, c'est « she was so very beautiful ». Pire histoire d'amour de Twin Peaks, je pense. Vraiment, quoi. Il y a Stanford de Sex and the City qui fait un caméo, l'acteur qui est mort récemment, d'ailleurs. Ouais, Willie Garson. Voilà, Willie Garson qui, là, est très jeune et joue un pote d'un mec qui est tué par Windham Earl. Ben qui parle du fait d'être bon et qui dit « It is a confusing and difficult process ». Ouais, c'est clair. On n'a aussi pas mentionné le fait que Robin Lively, qui joue Lana, la beatnotiseuse, est la grande sœur de Blake Lively. Qui jouait dans Gossip Girl. Oui. Et dans d'autres trucs depuis, mais... J'ai mis Windham Earl, il a développé trop de hobbies pendant le confinement. Parce que vraiment, tous ces déguisements, ça va pas du tout. Quoi. C'est clair. Moi, j'ai noté que Windham Earl, c'est un peu... je sais pas si tu te souviens comment il s'appelle, mais l'ex-meilleur ami de Giles, là, le magicien dans Buffy. c'est clair. C'est trop le même genre de personnage, quoi. Il faut la merde partout et il adore se déguiser. Lucy danse très bien. Vraiment, je le maintiens. Alors que la danse jazz exotica de Lana, non, c'est vraiment le pire truc. Tu vas pas aimer ce que je vais dire parce que c'est sur Annie et Cooper et ça t'énerve que je sois pas... Mais... À un moment, il enregistre un message pour Diane en parlant d'Annie et il dit « Her responses are as pure as those of a child ». Ses réponses sont aussi pures que celles d'un enfant. Et ça, c'est ce que je disais la semaine dernière, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment son truc de l'innocence, elle est comme un enfant et tout ça, et ça me gonfle. Pour finir, il n'y a pas que Marie qui est très forte pour prédire des choses, parce que moi aussi, dans l'enregistrement de la semaine dernière, j'ai prédit quelque chose sans le savoir. Putain. Non, mais ça coule. Quel enfer. Vas-y. Le cliffhanger à la fin de truc, c'est qu'on a le Covid, toutes les deux. Bon, laquelle des deux ira en réa? T'arrives pas avec ça. Attends. J'arrive pas à respirer tout d'un coup. Je me suis jinxée. Voilà, merci de m'avoir porté la choucoumoune.